Covid long. Merci de l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'être là. Vous êtes toutes et tous très occupés. Donc c'est un privilège de pouvoir passer un peu de temps ensemble, d'échanger sur cette étude. Et puis peut-être plus globalement sur le Covid long lui-même. Je crois que vous êtes déjà servi, il y a des sandwichs derrière, il y a l'eau, des cafés. Il faut vous sentir libre de vous lever, de vous servir pendant que je parle. Moi, je risque de ne pas le faire. Mais vous, vraiment, sentez-vous libre aussi, c'est très informel, ça doit être l'esprit. Je suis Idriss Guessou, j'ai le privilège de m'occuper d'un service qui s'appelle le service de médecine de premier recours. C'est un service qui a l'ambition de soigner les plus vulnérables, fragilisés de la société par la vie, la société, leur parcours, leurs économies, l'aspect juridique, donc les sans-papiers, les requérants, les personnes victimes de torture et de guerre. Bref, c'est notre core business. Quand c'est très compliqué, on s'organise pour faire au mieux. Et comme chaque chef de service, je dépends essentiellement des personnes qui font le service. Il y a de nombreuses personnes qui sont ici des adjoints, deux adjoints du service. Et puis, vous allez le découvrir, il y a l'équipe aussi qui représente l'unité d'investigation clinique qui héberge l'étude dont je vais vous parler. Donc, aujourd'hui, je parle. Ça aurait pu être une dizaine d'autres personnes. Il s'avère que j'étais le seul disponible ce jour-là, à ce moment-là. J'exerce aussi une activité de professeur juste de l'autre côté de la rue, c'est à la faculté de médecine, ce qui va vous expliquer cette envie de trouver le plus rapidement possible les réponses à des problématiques de santé, parce que c'est aussi le drive académique. Vous avez un QR code ici, je l'ai essayé à 5-6 mètres, il vous renvoie déjà sur l'étude Temelimab. Mais nous avons deux autres écrans ici. Donc, si vous avez un smartphone, que vous prenez en photo pas la personne sur l'écran et le petit encart noir et blanc qui est à côté, vous allez tomber sur la page de recherche des HUG. Vous aurez toutes les informations supplémentaires. Et ça, il faut quand même que je prenne en photo. Voilà. Vous allez tomber sur la page de recherche. Et la page de recherche qui parle de l'étude. Et puis, vous avez encore des flyers, vous voyez, qu'on vient équiper, du vrai merchandising. Vous pouvez vous servir si après 1 heure, vous voulez savoir réellement ce qu'est l'étude, ça tient sur un flyer comme ça avec toutes les informations essentielles. Donc, en 1 heure, on va passer à travers ces informations. Mais on va surtout aussi ouvrir la discussion, vos questions que vous avez sur le traitement, sur cette approche qui est quand même novatrice. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous passionner, parce que moi, ça m'a passionné, c'est pour ça que j'ai dit oui, pour conduire l'étude. Cette étude-là en particulier. En fait, dans les 25 prochaines minutes, je vais vous raconter des histoires, ou plutôt 2 histoires. Une qui remonte à plus de 100 millions d'années. Nous n'étions pas là. Et pourtant, il y avait déjà de la vie et il y avait déjà des espèces, des primates. Et puis, qui était déjà là, en plus des primates? Des virus. Et puis les virus, en fait, c'est typiquement un virus, ça doit ressembler à ça, autrement c'est pas un virus. Hein. Et puis il y avait des primates. Et en fait, il y a une... c'est pas la guerre des singes, c'était ni la planète des singes, c'était une guerre entre virus et espèces, et surtout entre des virus capables d'intégrer le matériel génétique des espèces. Et en fait, ces virus, ils sont faits d'ARN, et notre matériel génétique, il est fait d'ADN. C'est des mots maintenant qu'on connaît un peu plus, ARN, ADN. Et puis, ces virus, ils sont connus pour avoir la capacité, ils ont le matériel pour se transformer une fois qu'ils sont dans la cellule en ADN et pouvoir intégrer notre matériel génétique. Voilà,
il faut tout de suite que je vous dise que le SARS-CoV-2 n'est pas un de ces virus. Autrement, la grande crainte, c'est la vaccination ARN. Il y a du matériel qui peut permettre de repasser en ADN, donc j'aurais du vaccin, ce virus, dans mon matériel génétique. C'était une grande peur du vaccin. On parle de virus totalement différents que le SARS-CoV-2, et on les appelle les rétrovirus. Donc c'est facile à se souvenir, ils ont la capacité en fait de se transformer en ADN. Et ces virus, ils ont intégré les primates il y a des millions d'années. Jusque-là, c'est un N-1. On a compté. Donc je vais continuer, mais s'il y en a aucun. En même temps, il était venu pour la spiritualité, Sofer, et vous parler de spiritualité. Toujours est-il qu'il y a 100 millions d'années, on a eu ceci. Et en fait, c'est 8% de votre matériel génétique qui est constitué de ce matériel viral. C'est beaucoup, 8% de notre matériel génétique. Et qu'est-ce qu'il est fait de ce matériel génétique? On va en parler tout à l'heure, mais heureusement, nous avons fabriqué des mécanismes pour le rendre silencieux. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous avez beau avoir du matériel génétique, vous allez plus ou moins l'exprimer. On ne serait pas ce que nous sommes si nous exprimions tous nos gènes, tous nos locus génétiques, toute la journée, tous en même moment. Donc on régule le matériel ADN grâce à des mécanismes. Et en fait, c'était une guerre, mais on l'a gagnée transitoirement parce qu'on a rendu silencieux ce matériel génétique. Jusque-là, vous êtes avec moi? Donc ça, c'était il y a 100 millions d'années. Et puis un peu plus proche de nous, il y a Raphaël. Qui est Raphaël? Vous avez déjà entendu parler de Raphaël? Oui? Pardon? La plateforme, évidemment. Ben, ça me touche beaucoup, en tout cas, que vous fassiez le lien. Et à nouveau, vous avez un QR code en haut à droite si vous voulez vous diriger directement sur la plateforme Raphaël. Mais au fond, qui est Raphaël? Raphaël, ça ne fait pas 100 millions d'années qu'il existe. Il est né en mars 2020. Et puis, aujourd'hui, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé en back-office avant qu'on arrive à la plateforme Raphaël. Le 13 mars 2020, on est au tout début de la pandémie. Il n'y a même pas de semi-confinement. Vous lisez la conversation entre Raphaël et moi-même. Vous êtes les premiers à la lire. Même ma femme ne l'a pas lu. Personne ne l'a lu, à part moi et Raphaël. Et je peux en parler aussi aujourd'hui parce que, un, vous avez fait le déplacement, ça vaut la peine. Et deux, parce que Raphaël a bien voulu témoigner avec moi dans une émission de radio, donc il est plus anonyme. 13 mars 2020, salut, si tu as 2 minutes pour moi, merci de m'appeler. En 2 mots, j'ai tous les symptômes hors problème respiratoire et me suis isolé dans une chambre du haut avec salle de bain et son contact avec Hello Elliott depuis 48 heures. Je suis les directives de la centrale des médecins, y compris monitorer ma température de manière régulière. Elle reste en 38 et 38,5. Mais le plus compliqué est un état vaseux, gros maux de tête. Mon état général est bon, je m'hydrate, je mange sans urgence. J'apprécierais un appel de ta part à l'heure qui te conviendra, et ce, dans la semaine, mais vraiment sans urgence, merci. 13h36, 13h59, 16h59, on a pu échanger, et puis il a pu aussi avoir un contact avec mon assistante. Il est content. 6 jours après, je l'appelle comme tout bon médecin, et puis je lui demande comment vas-tu. Il me dit beaucoup mieux, plus de température, me suis un peu agité aujourd'hui et là fatigué, mais c'est bon, c'est presque derrière. Ça, c'est en 19 mars 2020. Et puis, en juillet, vous ne le voyez pas là, mais il aimerait accessoirement me reparler si j'ai 15 minutes, parce que depuis 1 mois, il souffre d'insomnie, il est incapable de dormir. Il a 45 ans et il ne peut plus dormir. Il a un métier, une famille, il ne s'endort plus. J'ai lu aussi que des troubles du sommeil et des douleurs dans les mains et les pieds étaient décelés chez les personnes ayant eu le Covid. Donc il y a une source d'information qui n'était pas la mienne, qui n'était pas la nôtre, des HUG, mais pourtant il y a de l'information qui circulait, déjà. Si je dors mieux depuis lundi, je n'arrive toujours pas à m'endormir sans Stilnox, Tritico, que son médecin médecin traitant lui avait prescrit. J'ai toujours cet effet de souffle court, pression légère au niveau du sternum, fourmillement dans les mains et pieds, voire sensation partielle de chaud, chaleur, 16h22. Ça, on est en juillet
Dans l'institution, ceci était inaudible à ce moment-là. Personne ne s'arrêtait pour imaginer qu'un patient qui avait fait une infection aiguë pouvait, quelques mois après, avoir des symptômes. Personne. Septembre 2020, je lui demande, sur une échelle de 1 à 10, on passe en anglais parce qu'il y a un côté plus scientifique. Et lui, switch direct. Et puis, il me dit, je suis à 5. Il va un peu mieux, mais en fait, le sommeil va toujours pas, les médicaments ne l'arrangent pas, et puis on sent qu'il va de moins en moins bien. Et donc, en octobre 2020, moi, je profite apparemment, quand je relis, de quelques jours de vacances, parce qu'il me dit, j'espère que vous profitez bien des... Mais il cite l'endroit de mes vacances. Lorsque de retour, j'aimerais bien te voir si possible. Cette semaine est comme un retour en arrière. Très difficile à nouveau. Merci. Encore bon break. 23 octobre 2020, 19 novembre 2020, le premier draft d'une plateforme bidirectionnelle d'information sur le Covid long était rédigé avec des couleurs, avec un budget prêt à circuler pour trouver les financements. Je vous le dis parce que derrière, il y a un patient, il y a vous, qui signalez un problème à quelqu'un qui effectivement a la possibilité de communiquer rapidement par WhatsApp et surtout qui a une équipe après derrière qui va transformer, réaliser tout ce que ce jour-là ou ce mois-ci j'ai décidé de faire pour Raphaël et pour tous les patients. Je vous épargne en fait la mauvaise communication de médecins qui disent ceci est possible, ceci n'est pas possible, après un virus on ne peut pas faire ça, qui le mettent sous antidépresseurs, il va de moins en moins bien, il a des somnifères, il performe encore moins bien au travail, ça va moins bien avec son couple, la dérive, la débâcle. Puis, on a tendu l'oreille, et puis petit à petit, ça a pris du temps, mais il a remonté la pente comme des centaines, des milliers de personnes, et il en reste encore beaucoup, et puis c'est pour ça qu'on a l'étude dont je vais vous parler. Toujours est-il que, pour les plus jeunes, garder l'abnégation, de la conviction, et puis quand les gens ne comprennent pas ce que vous voulez faire, continuez, persévérer, parce que là, on a 16 partenaires, les plus grands partenaires de la région, qui ont adhéré à la plateforme Raphaël, parce que impossible de faire aussi bien que ce que les HUG ont fait, aussi vite, aussi bien, avec aussi peu de financement, parce qu'on a des talents dans les HUG pour le faire, et j'avais définitivement envie de le faire. Et vous avez un agent conversationnel qui vous aide. Si vous avez des problèmes de santé liés au Covid long, vous allez sur Raphaël, et nous sommes trop occupés pour vous répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je ne sais pas comment fait cet agent conversationnel, lui, arrive. Vous écrivez un texte, il a une réponse, et puis il vous envoie vers une fiche d'information. Le meilleur scénario, on peut imaginer qu'il y a 220 millions de personnes dans l'hémisphère nord, Amérique du Nord, chez nous, qui ont été contaminées, infectées par le SARS-CoV-2. Petit à petit, on arrive à un chiffre entre 20 à 10% de gens qui vont garder des séquelles du Covid aigu, ce qu'on appelle le Covid long. Ça fait 20 millions de personnes sur la planète Terre, rien pour l'hémisphère nord, qui ont le luxe de voir s'ils vont un peu moins bien, s'ils sont fatigués, s'ils performent moins bien, qui sont potentiellement en souffrance par rapport au Covid long. Et puis c'est une souffrance, il y a la peine à respirer, il y a la peine à se concentrer, mais socialement, ça ne fonctionne plus non plus. La plupart des gens, 80%, sont rétablis du Covid. Donc 8 personnes sur 10 vous regardent en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Bouge-toi, un peu de motivation. » On dit même un bon coup de pied dans les fesses et puis ça ira mieux. C'est la première fois que ça arrive, à part pour d'autres maladies peut-être psychosomatiques, mais un cancer, une maladie chronique, vous avez rarement 8 personnes sur 10 qui vous disent bah, ce cancer, motive-toi, il va partir si tu te bouges. Depuis 2020, on fait au mieux avec Raphaël. On offre des recommandations, les propositions de physio, de reconditionnement, de trouver le bon rythme au travail. On valide aussi l'existence de ce Covid long. Quand vous avez quand même des gens crédibles qui écrivent, qui parlent du Covid long, pas qu'une semaine, mais bientôt depuis plus de 2 ans, qui publient dans des journaux les plus prestigieux, en fait, pour les patients, ça amène de la crédibilité à la problématique. Mais néanmoins, on reste sur notre faim parce qu'on n'a pas de thérapie. On ne peut pas prescrire
une thérapie dont on est assez confiant qu'elle va fonctionner. Alors, depuis le Covid vécu, on a été sollicité par beaucoup de startups, beaucoup de biotech pour développer des produits, le Covid long aussi. À toutes, ou à la plupart, on a dit non. Mais on a dit oui à une start-up. Une start-up qui est venue avec une autre approche que ce qu'on imaginait pour expliquer le Covid long. Le Covid long, aujourd'hui, c'est 3 grands axes. Soit il y a un état inflammatoire qui persiste pour une raison X ou Y, vous avez une infection aiguë. Et puis, au lieu que l'inflammation diminue, il y a toujours quelque chose qui crée cet état inflammatoire. Et les patients avec Covid long, en fait, il y a tout ce qui fonctionnait bien, sans s'en rendre compte, dysfonctionne. Ce n'est pas une douleur extrêmement localisée, ce n'est pas un organe dont on voit à l'image qu'il y a un problème de valve, mais tout ce qui fait que nous fonctionnons bien dans la vie, sans s'en rendre compte, dysfonctionne. Et les troubles digestifs, les troubles de l'orientation, les troubles de la concentration. Évidemment, il y a un essoufflement quand je vous parle, pas forcément quand je fais une activité physique, mais sentiment de désynchronisation respiratoire. Ce à quoi je ne pensais jamais, parce que je vous parle et je respire depuis un moment en tout cas, j'espère, je l'ai fait sans y penser. Le patient avec Covid long va réaliser que c'est plus automatique. Il y a une dérégulation du système immunitaire éventuellement, et il y a même l'idée que des particules virales qui ne sont plus infectieuses persistent dans l'organisme. On a très souvent l'impression qu'un virus, ça fait 7 jours, et puis ensuite, il se auto-détruit comme un message dans Mission Impossible, comme s'il n'y avait pas de particules, comme s'il n'y avait pas de reste dans notre organisme. Et pourquoi est-ce qu'en fait, effectivement, il ne pourrait pas y avoir des particules qui font que l'organisme se dit, pour certains, en fait, la bataille n'est pas finie. Et il faut continuer à lutter contre le virus, même si le virus entier n'est plus là. Ça a été très bien résumé par Maïsam Némé, qui aurait été une des personnes qui aurait très bien présenté à ma place, qui est chef de clinique, bientôt médecin adjoint dans le service. Et puis, vous aurez accès dans la revue médicale suisse de janvier à une revue du Covid long qui va illustrer de façon plus systématique les différentes raisons du Covid long. Temelimab, c'est juste pour vous présenter le contexte. Je ne sais pas si, avant que je rentre dans le dur de l'étude et de l'approche, s'il y a des questions sur les primates, sur Raphaël, l'ARN, ADN, l'agent conversationnel, le chatbot. Vous pouvez les garder évidemment pour tout à l'heure. Geneuro, c'est une biotech suisse. Et elle n'est même pas que suisse, elle est genevoise, elle est basée à Plan-les-Ouates. Et Geneuro a travaillé depuis des années, et ça c'est vraiment aussi l'histoire du Covid, hein, comme pour Moderna et d'autres, ça fait des années que des gens travaillent avec une hypothèse en tête, puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis on leur dit non, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça tient pas route. Puis les gens avec de la persévérance arrivent toujours avec un produit, ils ont le produit, puis il y a un moment donné où ça a beaucoup plus de sens. Et ce qu'a fait Geneuro, c'est qu'ils ont été capables de synthétiser, créer un anticorps qui va pouvoir neutraliser une protéine qui nous intéresse dans notre cas de figure. Mais c'est un anticorps qu'ils ont construit, synthétisé, réfléchi depuis des années pour d'autres maladies, sclérose en plaques, maladies auto-immunes, diabète de type 1, même le cancer. Et puis, ces gens, une personne m'approche et puis elle me tend un petit pamphlet comme ça. C'est une fin de journée. Et puis, malgré tout, il y a quand même un rationnel. Le rétrovirus, le rapproche, que je vais vous décrire maintenant. Le rationnel, il est qu'en fait, les problèmes du Covid long ne sont pas liés au SARS-CoV-2. Ils sont liés à la réactivation de quelque chose qui dormait depuis des millions d'années parce que réveillé par une infection par le SARS-CoV-2. Mais le SARS-CoV-2 infecte, disparaît, et pourtant il a réactivé quelque chose.
Ce quelque chose, c'est une protéine, le WENV, simplement parce qu'il fait partie d'une des 12 familles de ces protéines, et qu'on a appelé W, et ENV, c'est pour enveloppe. Vous vous souvenez de cette figure? Qui ne se souvient pas de cette figure? Donc c'est tout le début de l'histoire. Vous allez voir qu'on fait des boucles comme ça, des allers-retours. Et en fait, l'hypothèse, pour ceux qui s'intéressent à ceci, c'est que il y a 100 millions d'années, il y a des rétrovirus qui ont intégré le génome de primates qui a été transmis à l'homme, 8% du matériel. Et puis vous avez d'autres virus qui ne sont pas des rétrovirus, qui sont incapables de se transformer en ADN, qui vont venir par un mécanisme qu'on ne connaît, on ne comprend pas encore bien, libérer l'activité de ce génome viral qui dormait tranquillement. On le sait pour ces différents virus. EBM, Epstein-Barr, c'est des virus qui font des maladies qui persistent après une infection aiguë, dont on n'a toujours pas compris si c'est possible d'être des années après encore souffrant d'une maladie, d'une infection qu'on aurait eue très jeune, et puis on voit les anticorps, il n'y en a plus, ou il y a des protecteurs, on dit qu'il n'y a rien. Et puis, ça, c'est des maladies aussi qui font des troubles digestifs, en l'occurrence. Et puis, vous avez la particule Spike S du rétrovirus, pas du tout, du SARS-CoV-2, qui, elle, a la capacité d'aller rallumer l'expression du matériel qui était viral. La particule Spike S. C'est même pas le SARS-CoV-2, en l'occurrence, mais c'est le Spike S. Et puis, ce qui suit de ceci, c'est l'expression par plusieurs mécanismes d'une protéine. Ça, c'est la WENV. Et une protéine, c'est vraiment du matériel. Hein. Les cheveux, c'est une protéine, sauf qu'ici, évidemment, elle est toute petite, mais elle est suffisamment présente pour pouvoir venir perturber notre bien-être, perturber le fonctionnement des organes. Et elle a même la capacité d'aller dire au matériel ADN qui produit cette protéine, continuez à en produire, si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est un auto-signal positif. L'organisme voit circuler cette protéine, il dit bah t'es là, il se passe quelque chose. C'est un peu comme si vous voyez 2-3 voitures de police foncer quelque part. Je pense instinctivement, il y a toutes les forces de l'ordre qui suivent, puis après il y a un cortège, et puis après toutes les forces de police suivent la première voiture. Il y a d'autres exemples qui tiennent un peu plus à route que l'exemple des voitures police, mais c'est en regardant traverser les gens que j'ai pensé à celle-ci. Mais toujours, voilà, il y a un signal. Alors, est-ce que, en fait, cette protéine est le chaînon manquant entre l'infection SARS-CoV-2 et puis le post-Covid? Le post-Covid, c'est de la fatigue, des troubles de la concentration, des gens qu'on parle de troubles de l'humeur, il y a de l'anxiété, de la dépression, il y a de l'engourdissement, de la faiblesse. Rien n'est très clair. Il y a une sorte de brouillard de tous les organes, y compris brouillard du cerveau. Et l'hypothèse, c'est que le Spike S vient réactiver chez une partie de la population l'expression de cette protéine. Je n'ai personnellement peut-être pas cet ADN viral d'il y a 100 millions d'années. Vous, peut-être que oui. Et peut-être que le fait de ne pas avoir de SARS-CoV aigu, ça dépend de beaucoup de choses, mais de ne pas avoir de post-Covid dépend peut-être du fait que je ne suis pas porteur de cet ADN viral. 8% des gens l'ont, et puis il y a une grande différence, une grande hétérogénéité, différence entre ethnicité, genre même, qui fait qu'on commence à se dire, mais ça se rapproche un petit peu du Covid long. Pourquoi 10% de la population présente un Covid long et pas tout le monde? Cette protéine, elle est très intéressante parce qu'elle est inflammatoire, et puis elle se dépose dans les organes, et puis elle est dans les cellules, typiquement les cellules blanches, les lymphocytes, et puis dans le tissu du cerveau. Dans le cerveau, on retrouve cette protéine, et vous pouvez faire des jolies images où vous voyez, vous colorez cette protéine, vous colorez aussi le Spike S, et vous voyez qu'il y a des dépôts de cette protéine. Dans les vaisseaux sanguins aussi. Vous savez qu'il y a pas mal d'hypothèses sur le Covid long par rapport à des problèmes de la microcirculation. Et en fait, tout ceci, ça vient combler ce gap qu'on avait.
La probabilité que ça soit la bonne piste, elle est infime. Mais si on ne la teste pas, comme on la teste aussi sérieusement, on ne le saura jamais. Et puis, on est très confiant parce qu'il y a d'autres équipes qui testent d'autres choses. Donc, il y a bien une équipe dans le monde qui va finir par trouver la piste. Ça nous arrangerait pour les patients d'ici que ça soit la piste. Et je ne vous cache pas que si c'est la piste, ce n'est pas la piste juste pour le post-Covid. Donc, vous aurez été là, au Café de l'Innovation, un jour où une équipe DHUG aura, avec Jeunero, identifié l'explication des séquelles après une infection aiguë. Et vous serez aussi là si ce n'était pas du tout l'hypothèse et puis que ça ne tenait pas la route après considération des données. Et quand même, ça tient la route parce que les données montrent que plus vous avez été atteint par le SARS-CoV-2, plus vous avez cette protéine qui est exprimée. C'est résumé ici. Avec la sévérité, en fait, ici vous avez une toux, mais sans avoir besoin de soutien pour respirer, jusqu'au soutien très important aux soins intensifs. Et puis on trouve l'expression très forte de cette protéine WANV dans les lymphocytes en l'occurrence. On a trouvé WANV et ils ont trouvé WANV d'environ 25 à 50% des patients avec Covid, essentiellement des patients qui ont été hospitalisés avec le Covid. Et puis, pourquoi il y a une piste intéressante, c'est que même votre Office fédéral de la santé a misé sur cette étude parmi quatre autres, et ont investi près de 7 millions pour aider cette étude à être conduite. Il a fallu lever le double pour pouvoir réaliser cette étude. Donc, c'est 14 millions, une étude comme ceci, celle que je vais vous décrire. Normalement, il doit y avoir un retour sur investissement si c'est la bonne piste. L'idée, c'est d'aller, évidemment, c'est de se protéger contre des infections, le masque, la vaccination, la distanciation sociale. C'est d'aider avec Raphaël sur la gestion de ces symptômes, mais c'est évidemment aussi d'aller neutraliser cette protéine, soit d'aller éteindre de nouveau l'activité de cet ADN viral. Ça, c'est plus compliqué parce que ça veut dire aller dans l'ADN et puis faire une copie qui dit « toi, tu t'arrêtes ». Et puis, c'est franchement pas simple. C'est plus simple d'aller essayer de neutraliser la protéine. Et c'est là où il y a une rencontre, c'est que Jeunero a l'anticorps qui permet d'aller se fixer sur cette protéine qui n'était pas du tout reliée au SARS-CoV-2 avant l'épidémie. On a un anticorps, un grand Y, monoclonal, qui va se fixer avec une grande affinité sur cette protéine. Et au final, on imagine qu'il y a moins de dépôts et puis surtout, il y a moins de signal à l'ADN pour continuer à en produire. Le problème de cette protéine, c'est qu'elle continue bien après l'infection aiguë. Donc, il faut venir interrompre ce cycle de reproduction et puis il faut aller neutraliser. Puis après, le signal dit, bon, il y en a de moins en moins, je peux lever le pied, ça va. Et puis jusqu'à ne plus du tout en fabriquer. Voilà Temelimab. C'est une étude qu'on appelle un essai clinique randomisé. Vous avez différents moyens de faire des études, et puis là, c'est le Graal de l'étude clinique. Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas celui d'Olivier Braillard qui va vous dire si ça marche ou pas, c'est l'avis des données qui vont être générées en comparant deux groupes qui ne sauront même pas ce qu'ils ont reçu. Ça s'appelle du double aveugle, ça aurait été même du triple aveugle si le statisticien à la fin ne savait pas du tout à la fin. Mais donc, je ne sais pas ce que vous recevez. Vous avez une chance sur deux de recevoir soit l'anticorps, soit le placebo. Et ça vaut la peine de le faire, c'est plus lent, et donc beaucoup de patients avec Covid long nous reprochent notre lenteur, mais c'est la façon la plus rigoureuse d'avoir la réponse la plus robuste le plus rapidement possible. Mais ça prend du temps. Il faut passer devant des organes. Est-ce que vous avez le droit de faire ce traitement? Est-ce que c'est éthique de faire ce traitement? Et ce traitement, il consiste à 6 perfusions de quelque chose. Donc pendant 6 mois, vous venez chez nous, au HUG, tous les mois, et vous recevez une perfusion, vous recevez un liquide dans votre veine qui est installé par nos collègues qui sont ici de l'UIC,
vous êtes bien installé, vous faites des questionnaires, mais vous recevez un liquide. Ce liquide, ça peut être soit l'anticorps monoclonal que Genero a pu synthétiser, produire, c'est pas moi qui le produis, soit un placebo. Et puis vous avez beau essayer de regarder dans la pochette, qu'est-ce qui coule, etc. On a repoussé l'étude d'un mois et demi, parce qu'il y avait une discrète touche de coloris différente entre le placebo et puis l'anticorps. Donc il a fallu changer tous les pochettes, les tubulures, puis ça il faut repasser par Swissmedic pour dire on a changé la tubulure. Et donc vous n'y voyez rien, nos collègues ne savent pas parce qu'elles reçoivent une poche. Le ou la seule personne qui sait, c'est une personne au HUG, je ne peux pas vous dire son nom, autrement vous allez vous adresser à elle. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de désespoir parmi les patients Covid long. Donc on voit des patients qui sont prêts à beaucoup de choses pour être inclus dans l'étude et surtout obtenir le temelimab. Alors que nous ne savons pas si on leur fait du bien. On est assez rassuré qu'on ne va pas vous faire du mal, mais on n'a aucune garantie que nous allons faire du bien aux patients avec Covid long. Donc tous les mois, pendant 6 mois, vous recevez une perfusion, 2 heures, 2 heures et demie pour qu'elle coule. C'est juste. On a beau, on peut pas accélérer, hein, ça ne peut pas passer en 15 minutes si vous êtes pressé. Et puis, l'idée, c'est, globalement, vous avez plus de 18 ans, vous souffrez, vous avez été infecté par le SARS-CoV-2. Être infecté pour nous, malheureusement, ça veut dire soit vous avez un test PCR, vous nous le montrez, soit vous avez des anticorps contre le SARS-CoV-2 et le N, c'est-à-dire l'infection naturelle, pas le vaccin, et soit vous avez un test antigène rapide. Le résultat. On n'arrive pas à vous faire inclure dans cette étude s'il n'y a pas une preuve objective que vous avez au moins été infecté. Et puis on a une période de temps, on remonte jusqu'à 22 mois. Avant ça, c'est compliqué d'être sûr que W en est là à cause de l'infection ou pas. Mais vous devez avoir une preuve objective de l'infection. Éthiquement, on est tenu d'être certain qu'on va perfuser quelqu'un qui a été infecté. Ça, c'est très dur pour les milliers de personnes qui ont été infectées, dont on a dit restez chez vous, ne sortez pas, toussez comme ça. Il y a la fièvre, ça va diminuer. Donc il y a un volume de patients qui est perdu parce qu'ils n'ont pas de preuve objective d'infection. Malheureusement, ils ont eu d'autres occasions pour se faire infecter et puis avoir un document, mais néanmoins, ça fait beaucoup de gens qui nous en veulent aussi parce qu'on ne peut pas les inclure. Et puis, on va comparer, on va vous dire, OK, jusque-là, vous avez plus de 18 ans, c'est en contrôle, vous avez été infecté, et puis vous êtes soit fatigué, soit vous avez un trouble cognitif, c'est-à-dire il y a quelque chose qui marche moins bien dans votre capacité à réaliser une action que vous arriviez bien à réaliser. Ça peut être un calcul, ça peut être prendre ses clés, fermer une porte, c'est tout ce qui nécessite un tout petit peu, on appelle cognitif, de réalisation, soit dans le verbe, soit dans la motricité. Et ça, on a des tests pour le faire, pour voir à quel point, effectivement, il y a quelque chose que vous réalisez moins bien que la population générale. Donc, vous êtes fatigué, et puis en plus, vous arrivez moins bien à effectuer certaines tâches. C'est ce qu'on appelle le trouble cognitif. Là, vous avez fait 90%, 80% du chemin pour rentrer dans l'étude. Il y a, quand je dis 80, c'est pas tout à fait, on va dire la moitié du chemin. Parce qu'après, il faut avoir la protéine W-ENV circulante. Donc, on doit prendre une prise de sang et voir qu'il y a du W-ENV. Le traitement n'a d'intérêt que si vous exprimez le W-ENV. Si vous n'avez pas de W-ENV, que vous êtes fatigué, que vous avez tous les troubles cognitifs, que vous êtes infecté, vous n'entrez pas dans l'étude puisque le rationnel, c'est un anticorps qui vient fixer, qui vient neutraliser la protéine. De nouveau, beaucoup de gens nous en veulent parce qu'à la fin, ils ont fait quelques rendez-vous et puis il n'y a pas cette protéine. Alors, il faut peut-être leur dire que c'est plutôt peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le Covid long va passer, si c'est essentiellement par cette voie-là, et qu'il y a certainement d'autres traitements qui vont être adaptés pour eux. Puis à la fin, après 6 mois,
vous avez eu un parcours extraordinaire à l'UIC, au 4e. Il y a une équipe extraordinaire. Vous venez, c'est un investissement. Le premier jour, c'est quasiment une journée entière passée avec nous, mais c'est très agréable. C'est un milieu médical, mais qui, vous sentez que vous êtes en train de... Vous n'êtes pas hospitalisé. Vous êtes un participant de recherche. C'est une équipe dédiée, une équipe professionnelle. Et puis, je ne sais pas si c'est un moment agréable, mais en tout cas, ce n'est pas désagréable. Et puis, 6 mois après, on va mesurer l'impact de cette perfusion répétée sur votre état de fatigue et ou votre capacité à effectuer des tâches. En l'occurrence, prendre quelques pièces, une centaine, puis les remettre dans un pot en un certain temps. Et nous verrons, selon nos analyses, si être traité par cet anticorps monoclonal améliore plus l'état de santé, c'est-à-dire moins de fatigue à la fin, plus de capacité à effectuer des tâches que ceux qui ont reçu le placebo. Et ça va nous amener encore quelques mois après d'avoir eu le dernier patient inclus dans l'étude. C'est en résumé qui peut participer à l'étude ici, comment nous contacter. Vous êtes assez peu nombreux pour tous repartir avec un flyer ici. Donc, sachez juste qu'on est atteignable par email, on est atteignable par téléphone, que le centre coordinateur, c'est Genève, que si vous avez des contacts sur Berne, Bâle, Vaud, Zurich, Valais, il existe actuellement des centres. Vaud n'a pas de centre, mais il nous envoie très volontiers les patients. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des connaissances en Suisse qui souhaitent participer dans d'autres centres. On est aussi ouvert au Grand Genève. Et puis, je dois vous avouer que nous avons des patients du Canada et du Mexique qui souhaitent participer. Donc, c'est vous dire soit la crédibilité de l'équipe scientifique, soit surtout le fait que des patients sont vraiment à la recherche d'une solution. Donc, il y a des patients qui sont prêts à faire l'aller-retour mensuel du Mexique pour être traités. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir le faire. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous de les suivre. Et puis, pour l'empreinte, évidemment, carbone, c'est un peu compliqué. Si vous avez des questions sur cette approche, sur le Temelimab, sur des... Oui, absolument, on ouvre maintenant, mais il y a un début de réponse qui se trouve de nouveau sur ces 2 sites, sur ce flyers, et puis je remets si jamais l'adresse, pardon, j'ai dû la passer là, si jamais si vous n'avez pas eu le loisir de l'écrire. Voilà, c'est la page maintenant discussion, et puis questions, échanges. Il n'y a pas d'âge limite, c'est plus de 18 ans, mais il y a beaucoup de contre-indications qui sont des maladies chroniques dont la probabilité de présence augmente avec l'âge. Donc, ce n'est pas l'âge qui va vous disqualifier, mais c'est une hypertension sévère, c'est des traitements. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on imagine qu'on va aller jusqu'à peut-être 60, je pense 60, maximum 65 ans, de par le fait de ces critères d'exclusion. Oui. Alors, l'anticorps, les effets indésirables, ça c'est une bonne question. C'est une étude de ce qu'on appelle phase 2, phase 3. On n'a pas l'ambition uniquement de dire si ça vous améliore l'état clinique, la vie. On va aussi mesurer les effets indésirables et aussi la concentration de cet anticorps, la capacité à adresser, à se coller à la protéine. Et on a pu faire cette étude parce que nous avons plus de... C'est pas 400 patients, c'est les 400 patients années, c'est-à-dire ça peut être 200 patients qui reçoivent ce traitement pendant 2 ans ou 400 patients qui reçoivent ce traitement pendant 1 an. On parle de 400 patients années qui ont reçu ce traitement, soit pour la sclérose en plaques, soit pour le diabète, soit pour le lymphome, soit en phase de testing. Et puis heureusement, il y a très peu d'effets indésirables. Les effets indésirables sont ceux qu'on peut voir avec les traitements anticorps monoclonaux. C'est des inflammations d'organes. Donc on a pu voir des inflammations du poumon transitoire, on a pu voir des inflammations
de la sphère ORL, des rhinites, des choses comme ceci. Mais il n'y a pas eu d'événements graves, ce d'autant plus quand on compare à des études avec ceux qui reçoivent du placebo, ou selon les doses, il n'y a pas une comparaison, une différence significative entre les deux groupes. Donc on est rassuré sur les effets indésirables, mais je pourrais réellement vous dire avec une grande sérénité qu'il est totalement safe une fois qu'on aura fini cet essai clinique. Et puis on est très attentif, toute l'équipe là est formée pour répondre aussi à tous les effets indésirables que pourrait subir ou avoir un participant. J'ai répondu à votre question? Oui, Chloé, pardon. Merci à toi. Oui. Oui. Absolument, ouais. Absolument. Ouais. Alors Chloé Chevalier-Lugon, qui est médecin adjoint au SMPR, pose la question, parce que nous sommes enregistrés, c'est juste, hein, c'est pour ça que je pense que tout le monde a compris que je répondais à la question des effets indésirables avant, mais sur en l'occurrence le nombre de participants à inclure, et la question de la puissance de l'étude, puis si nous allions mesurer à nouveau l'expression WANV chez les gens qui ont reçu l'anticorps. Donc la première question, c'est 200 patients qui doivent être inclus en comptant l'attrition rate, les gens qui vont nous quitter. On serait très triste, mais certains vont nous quitter durant l'étude. Donc 200 inclus pour qu'au final on ait au moins 181 participants qui seront rentrés dans l'échantillon pour avoir ce delta de différence au niveau du promise, fatigue, et puis du token, qui est l'examen justement des jetons. Et donc, c'est 180 participants. Donc, ces 180, 200 participants, ils doivent être suivis 6 mois. On a actuellement plusieurs centres en Suisse et puis on va ouvrir en Italie et en Espagne pour recruter le plus rapidement possible. Ensuite, la mesure, c'est tout à fait juste, c'est une phase 2 dans ce sens où on va encore faire des analyses de pharmacocinétique et puis d'affinité et d'effet sur la concentration WANV. Ça a déjà été fait au précédent, mais il y a des tubes qui sont prélevés pour ceci. Donc on saura, on verra dans les patients avec Covid long quel est l'impact, non seulement clinique, et ça c'est nouveau, mais aussi sur la protéine. Et puis effectivement, est-ce qu'il y a une corrélation entre la diminution de la protéine WANV et puis l'amélioration des symptômes? Merci Chloé. Vous avez une question, je crois. Non, parce que c'est un bon point. C'est plus, comment dire, le rationnel scientifique, les dépôts de cette protéine WANV, typiquement, ils se trouvent actuellement dans le cerveau, en grande majorité. On voit quelques petits dépôts, quand je vous ai dit, dans d'autres organes, mais c'est essentiellement au niveau du cerveau. Et puis, et ça explique aussi comment dire, toute l'intelligence qu'il y a, parce qu'en fait, cet anticorps a été testé dans des maladies neurodégénératives à la base. Donc l'expertise et le rationnel, il vient de là. C'est qu'on se concentre sur des gens qui ont des troubles de la concentration, ce que vous n'avez peut-être pas. Vous êtes peut-être fatigué, puis il y a d'autres choses. Non plus? D'autres symptômes. Alors au moins, au minimum, il faut de la fatigue. Et puis ensuite, les troubles de la concentration, on a l'espoir que si on a un effet positif, que la définition pour les inclusions s'ouvre. Mais il serait éthiquement non fondé de vous perfuser cet anticorps monoclonal pour soigner d'autres maux que des troubles de la concentration aujourd'hui. Donc c'est dur sur le moment à se dire, mais en fait c'est très bien attentionné parce qu'on n'est pas assez solide et si quelqu'un nous lit, on n'arrive pas à défendre qu'on peut soigner un autre mot que les troubles de la concentration et puis la fatigue. Maintenant, nous allons collecter l'ensemble des symptômes des participants. Et puis on va voir avant et après, c'est ce qu'on appelle des issues secondaires. Donc on aura une information. Est-ce qu'on a aidé certains patients qui, en plus de ceci, souffraient de quelque chose? Mais vous n'auriez pas l'équipe la plus sérieuse aujourd'hui pour vous traiter pour le mot que vous avez avec cet anticorps monoclonal.
Mhm, mhm. Non, je comprends. Nous, dans le protocole de recherche, le dosage de la WE-ENV n'a de sens que s'il y a un traitement. C'est pas une prise en charge clinique, c'est pas une information clinique. Pour le médecin, il y aura une WE-ENV. Si vous n'êtes pas dans un protocole d'étude où vous recevez un anticorps, on va juste vous dire, vous avez de la WE-ENV et je pense que vous allez trouver in fine un laboratoire en Europe qui va vous la doser. Ça arrive, on trouve des gens qui... Mais au fond, sans traitement, c'est une information qui vous semblera peut-être utile au début, mais dont ça sera difficile d'en faire quelque chose. Donc je vous inviterai à être encore un peu prudent et patient. Il n'y a pas le choix, mais on n'a pas le choix pour vous. Ouais. Oui? Ouais, c'est une bonne question. Bah oui, mais les anticorps en général, non. Mais ceux-là, on a l'impression que oui, et d'où l'intérêt. Mais en toute petite quantité, et puis c'est une des particularités de cet anticorps comparé aux autres qui, eux, en général, ne passent pas. Il y a une autre question? Oui, oui, pardon. C'est un très bon point. Donc, vu qu'on a été infecté, réinfecté, la question c'est à partir de quand est-ce que vous avez pu déjà avoir une infection, avoir un Covid long, être traité, passer votre vivre, être réinfecté et pouvoir être intégré dans l'étude? C'est ça votre question? Ah. D'être réinfecté. Oui, 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 oui. En fait, alors il y a deux éléments. Le Covid long, il est quand même fonction du nombre d'infections que vous avez, juste aussi statistiquement. Il est aussi lié à la vaccination. La vaccination diminue le le risque de Covid long. Par contre, on a maintenant des évidences qu'on a publiées qui montrent que les derniers variants ont généré moins de Covid long que les premiers variants. Donc, il faut vous rappeler, Raphaël, il m'écrit en mars, c'est vraiment les premiers cas, et c'est les cas, on se souvient, les gens étaient franchement pas bien, comme vous vous souvenez, même les jeunes à domicile. Et puis c'est le variant wild, avant qu'il y ait l'alpha, le delta, et puis jusqu'à ce qu'on arrive à Omicron. Les premiers semblent avoir généré plus de nouveaux cas de Covid long. Omicron semble générer moins. Il n'empêche que le nombre de nouveaux cas, il a beau ne pas augmenter à la fin, ce qu'on appelle ceux qui existent sont toujours là et ça occupe beaucoup le système de santé. Mais on n'a pas vécu à chaque vague le même nombre de nouveaux cas de Covid long qu'aux premières vagues. Maintenant, il faut être prudent. Nous, on le dit et on pense que c'est l'effet variant, mais c'est très difficile de comparer l'été 2022 à mars et même l'été 2020. Parce qu'entre deux, il y a eu la vaccination, entre deux, il y a eu d'autres mesures qui fait qu'on a l'impression que c'est l'effet variant, mais c'est peut-être aussi l'effet, pas du variant lui-même, mais de la vaccination qui est beaucoup plus prévalente maintenant dans la population. Donc c'est une impression, mais il faut être prudent et puis surtout, il faut se dire que demain, nous ne sommes pas à l'abri d'un variant qui causerait à nouveau beaucoup plus de Covid long que ce que nous avons eu avec Omicron. Merci à vous. Il y avait Olivier aussi, pardon, peut-être juste et puis on a plus le loisir de... Ouais. Contactez-nous. Ouais. Non, parce qu'on doit... je ne peux pas juste vous répondre comme ça parce que ça mérite qu'on comprenne l'histoire et vos symptômes. Et puis, on ne vous inclut pas si on n'est pas convaincu que vous avez les critères.
Donc, on va discuter avec vous. Il faut nous contacter. Vous l'avez fait. Ouais. Ouais, non, mais en l'occurrence, ça, ces facteurs-là, on va dire, c'est un no-brainer, c'est évident. Par contre, vous, si vous avez de la fatigue persistante après, soit la première, soit la deuxième infection, et puis là, on va rentrer dans l'intimité, et un trouble de l'exécution, on va vous demander. Nous, on va devoir comprendre à partir de quand ces symptômes, pour vous, se sont vraiment installés. Et puis, quand on a un doute, on regarde même avec votre médecin traitant, pour vous dire. Donc, quelqu'un... Et au final, j'ai un doute, mais on va chercher, demander quand même que le médecin traitant nous rappelle l'histoire. C'est vraiment pour votre sécurité. Mais contactez-nous. J'ai répondu à votre question? Olivia, excuse-moi. Oui. Ouais, c'est juste. Alors nous, à la base, on essaie de bien dire que c'est une hypothèse qui explique peut-être un secteur du Covid long. Donc, il est peu probable que ce système ou cette protéine explique 100% des Covid longs, puisque 100% des Covid longs n'ont pas des troubles cognitifs, il y a d'autres systèmes. C'est pour ça que j'ai commencé par les trois grandes hypothèses, et j'ai pas commencé par parler essentiellement de la W1. Donc, quand on explique et on présente l'essai clinique, je pense que ça évite les déceptions d'après. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un essai clinique et un traitement de précision. C'est-à-dire que tout le monde peut malheureusement souffrir d'un cancer, mais certains vont bénéficier d'un traitement ciblé sur une mutation d'un gène. Malheureusement, les autres savent qu'ils ont un cancer du sein. Ils n'ont pas cette mutation, donc pas ce traitement. Pour autant, on ne remet pas en question leur cancer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Toi, je ne sais pas si les équipes, vous participez assez peu à la restitution, j'imagine. Il y a peu d'entretien, hein, mais pour l'instant, il y a de la déception, mais je ne pense pas qu'il y a de la défiance par rapport au diagnostic, surtout parce que les mêmes qui leur disent vous n'avez pas le WANV, le disent sur toutes les antennes et les chaînes d'Europe que le Covid long existe, qu'il faut faire quelque chose. Donc ça aide aussi, je pense. J'ai répondu à ta question? Voilà les amis, on a 3 minutes pour le café maintenant. Bon, merci de votre attention. Merci.